On parle beaucoup de construire, de bâtir du neuf, surtout avec la crise du logement qui nous frappe. On pense tout de suite aux grues, aux chantiers immenses. C'est l'image qu'on a en tête, oui. Mais si une partie de la solution, elle ne se trouvait pas dans de nouveaux trous dans le sol, mais plutôt dans les murs qui sont déjà là autour de nous. Mhm. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'un bâtiment montréalais des années 50. Un édifice qui aurait pu être oublié ou simplement démoli, mais qui se réinvente pour affronter deux défis gigantesques de notre époque, se loger et préserver la planète. Transformer plutôt que jeter. C'est exactement ça. Pour cette discussion, on s'appuie sur des documents de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Ils ont suivi de très près le projet Gordon dans l'arrondissement de Verdu. Notre mission, c'est de comprendre comment la transformation d'un seul immeuble peut devenir en quelque sorte un symbole. Tout à fait. Comment, au-delà des 85 logements qu'il va offrir, ce projet raconte une histoire beaucoup plus grande sur la ville de demain, sur la fameuse ville du quart d'heure. C'est une excellente façon de le présenter. Parce que ce n'est pas juste une rénovation, c'est une déclaration d'intention. D'ailleurs, les sources le disent très bien. Il y a une phrase qui m'a marquée. Ah oui, Transformer plutôt que démolir, le projet Gordon illustre comment le patrimoine bâti des années 50 peut répondre aux besoins criants de 2026 tout en renforçant le tissu social de Verdu. c'est puissant comme phrase. Oui, on est en plein là-dedans. Faire du neuf avec du vieux, mais avec une conscience sociale et environnementale qu'on n'avait pas il y a 70 ans. C'est un peu l'archéologie du futur, si on veut. J'aime beaucoup cette idée, l'archéologie du futur. Alors, allons-y, creusons un peu. Pour commencer, plantons le décor. Le projet Gordon, c'est quoi précisément? Alors, c'est la conversion d'une ancienne résidence pour aînés, les Jardins Gordon. D'accord. On transforme ça en 85 logements sociaux et abordables. L'adresse, pour ceux qui connaissent le coin, c'est le 1050-1150 rue Gordon à Verdun. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'adresse, c'est pas juste un détail, hein. Non, c'est le cœur du projet. On est à moins de 300 mètres de la station de métro de l'église. Sur la ligne verte. Ville de Montréal en moins de 15 minutes. Sans voiture. 300 mètres, c'est rien. On peut presque y aller en pyjama. Et on est juste à côté de la rue Wellington, qui est devenue super dynamique. C'est ça? Mais cette proximité avec le transport en commun, au-delà du côté pratique, ça porte un nom en urbanisme, n'est-ce pas? Absolument. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle le transit orienté de développement, ou TOD. Le développement axé sur les transports en commun. Voilà. L'idée, c'est de concentrer la vie résidentielle et commerciale autour des pôles de transport pour rendre la voiture, pas interdite, mais simplement moins nécessaire, moins pertinente. D'accord. C'est une stratégie clé pour les villes qui veulent réduire leur empreinte carbone. Le TOD, ça sonne bien en théorie, mais est-ce qu'on ne risque pas de créer des villes à deux vitesses? Des îlots de densité autour des métros et le reste des quartiers un peu laissés pour compte? C'est une critique légitime. C'est un vrai risque si c'est mal planifié. Mais ici, dans le cas du projet Gordon, l'objectif est justement d'utiliser cette densité pour renforcer un tissu social qui existe déjà. Pas d'en créer un nouveau de toutes pièces. Non. Et l'impact, il n'est pas juste théorique. Les sources qu'on a avancent un chiffre assez parlant. On estime que ça va générer plus de 200 déplacements supplémentaires par jour en transport actif. La marche, le vélo. Oui, ou en transport collectif. 200 déplacements par jour. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si chaque jour une salle de cinéma complète de personnes choisissait le métro ou la marche plutôt que la voiture. C'est une bonne image. C'est ça, l'impact concret d'un seul bâtiment bien placé. C'est exactement ça. On transforme une statistique en un changement de comportement. Et derrière ça, il y a une économie de carbone qui n'est pas du tout négligeable. On parle potentiellement de plusieurs tonnes de CO2 évitées chaque année. Donc deux coches en même temps. Oui, le projet répond à un besoin social urgent, le logement, tout en contribuant aux objectifs environnementaux de la ville. C'est là toute son élégance. Un plan aussi ambitieux, ça ne sort pas de nulle part. Il a fallu des acteurs forts, et j'imagine pas mal d'argent. Qui tire les ficelles derrière tout ça? Le chef d'orchestre, c'est la Société d'habitation et de développement de Montréal, la SHDM. La SHDM, d'accord. Elle agit pour le compte de la ville de Montréal. Et pour la vision architecturale, ça a été confié au cabinet Ad Hoc Architectes. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans les documents, c'est la façon dont la ville a acquis l'immeuble. En 2023, elle a utilisé son droit de préemption. Ah oui, c'est un outil très puissant. C'est un peu technique, mais en gros, ça veut dire qu'elle a pu court-circuiter le marché et dire « Stop, cet immeuble, c'est nous qui l'achetons ». Ils l'ont eu pour 8,1 millions de dollars. Et en faisant ça, ils l'ont sorti des griffes de la spéculation immobilière.
C'est un geste politique assez musclé. C'est plus qu'un geste musclé, c'est un geste essentiel. Sans cette intervention, c'est quasi certain que l'immeuble aurait été acheté par un promoteur privé. Rénové et transformé en condo de luxe. Voilà, et ça aurait accéléré la gentrification du quartier. Là, la ville a utilisé un outil légal pour protéger une ressource. Et ce coût d'acquisition, les 8,1 millions, fait partie du budget global. Qui a été révisé à la hausse, d'ailleurs. On parle maintenant d'environ 27 millions de dollars. Oui, C'est une somme. Pourquoi cette augmentation? c'est la réalité de la rénovation, surtout sur un bâtiment qui date des années 50. Quand on commence à ouvrir les murs, on a souvent des surprises. J'imagine. Le budget révisé inclut donc l'achat, mais aussi des coûts imprévus, des besoins de renforcement de la structure, de la décontamination. L'amiante, des choses comme ça. Souvent, oui. Et il ne faut pas oublier la hausse spectaculaire du coût des matériaux et de la main-d'œuvre depuis quelques années. Dans le fond, c'est le prix à payer pour ne pas démolir. D'accord, mais alors, qui paie la facture finale de 27 millions? La ville? Mais pas seulement, j'imagine. Non, et c'est là qu'on voit l'autre aspect du partenariat. C'est un montage financier qui implique les 3 paliers de gouvernement. Ville, province, fédérale. Oui. La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, via la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et le gouvernement fédéral, via l'Entente Canada-Québec sur le logement. Ok, la ville, la province, le fédéral. Ça peut ressembler à la recette parfaite pour un cauchemar bureaucratique. Comment ils ont réussi à s'aligner? C'est une excellente question. Je pense que ce qui a fonctionné ici, c'est une urgence partagée. La crise du logement est tellement aiguë que les gouvernements sont, disons, devenus plus agiles. Ils n'avaient pas le choix. En quelque sorte. Il y a des programmes clés en main pour ce type de projet. La ville a identifié le besoin et les gouvernements supérieurs avaient des enveloppes budgétaires prêtes pour des projets qui remplissaient plusieurs objectifs à la fois. Logement, écologie, social. Un alignement des planètes politiques, si on veut. Un autre ajustement intéressant. On est passé de 89 logements prévus à 85. À première vue, on pourrait se dire que c'est une coupe, une perte. Oui, on pourrait penser ça, mais les sources expliquent que c'est tout l'inverse. Cette réduction est en fait un gain qualitatif. Comment ça? L'arbitrage a été fait pour 2 raisons. Premièrement, optimiser l'espace de vie. Au lieu d'avoir 89 toutes petites unités, on en a 85 un peu plus grandes, mieux configurées. D'accord. Et deuxièmement, et ça c'est crucial, c'est pour respecter à la lettre les normes d'accessibilité universelle. Ah, ok. Ça veut dire des corridors plus larges, des salles de bain adaptées, des logements qui peuvent accueillir sans problème des personnes à mobilité réduite. On a donc sacrifié 4 unités sur papier pour gagner en qualité de vie et en inclusion. C'est un choix qui en dit long sur les priorités du projet. On ne construit pas juste des boîtes, on construit des lieux de vie. Alors justement, parlons des gens. C'est pour qui ces 85 logements? La typologie des logements nous donne une bonne idée. On a une majorité de studios et de 3,5, donc des appartements d'une chambre. Ce qui répond à un besoin criant pour les personnes seules, les couples. Exactement. Mais il y a aussi quelques 4,5, des 2 chambres, pour amener un peu de diversité. Peut-être pour des petites familles monoparentales, par exemple. Et on parle d'une clientèle cible autonomie plus. Qu'est-ce que ce plus signifie concrètement? C'est plus qu'une étiquette marketing. La priorité est donnée aux personnes seules, aux couples et aux aînés de 55 ans et plus. Le plus d'autonomie plus, ça veut dire qu'on ne se contente pas de leur donner un toit. On leur offre un environnement. Oui, un environnement qui soutient leur autonomie. Ça passe par le design, l'accessibilité universelle dont on parlait, mais aussi par les espaces communs. Par exemple, il y a une salle communautaire qui est prévue. Ce qui n'est pas un luxe. Non, c'est un outil essentiel pour briser l'isolement social, qui est un enjeu majeur pour cette population. Le plus représente cette dimension sociale, communautaire. C'est intéressant, parce que ce bâtiment, il a une histoire. Il n'a pas toujours été vide. Non. Et c'est ce qui rend sa transformation encore plus symbolique. Ce bâtiment a eu, disons, au moins 3 vies. Ah oui. Sa première vie, c'était comme résidence pour aînés, les Jardins Gordon. Ensuite, dans un moment de crise, en 2024, il a eu une deuxième vie, plus précaire. Il a servi de refuge d'urgence temporaire. Une solution de fortune. Un pansement. Et maintenant, il entre dans sa 3e et plus importante vie, devenir un pilier communautaire permanent. Un lieu de stabilité. C'est une histoire de résilience, pas seulement pour les gens, mais pour l'architecture elle-même. Et en offrant ces logements abordables dans un quartier aussi prisé, on touche à un autre enjeu, la gentrification. Mais soyons honnêtes, 85 logements, est-ce que ce n'est pas juste une goutte d'eau dans l'océan? C'est une très bonne question. Est-ce que ça peut vraiment freiner la gentrification sauvage, comme le disent les sources, ou c'est plus un geste symbolique? C'est les deux à la fois.
Et évidemment, 85 unités ne vont pas inverser la tendance du marché immobilier de tout un arrondissement. Ce serait naïf de le penser. D'accord. Mais ce n'est pas symbolique non plus. C'est un ancrage. En insérant un pôle de logement social et abordable en plein cœur du quartier, on garantit la présence durable d'une mixité sociale. On s'assure que le quartier ne sera pas uniquement habité par de jeunes professionnels à haut revenu. On maintient des gens qui étaient déjà là. On maintient des aînés, des personnes à revenus plus modestes au cœur de la communauté. Et cette mixité, elle est vitale. Pourquoi est-elle si vitale? Parce qu'elle crée la résilience d'un quartier. Un quartier où tout le monde part travailler à 8 heures et revient à 18 heures, c'est un quartier mort pendant la journée. C'est vrai. Un quartier mixte avec des aînés, des familles, des travailleurs aux horaires variés, c'est un quartier qui vit 24 heures sur 24. Ça soutient les commerces locaux, ça crée de la surveillance naturelle, ça tisse des liens. Une des sources le formule très bien. Je pense que je sais de quelle citation vous parlez. L'immobilier résidentiel ne se résume plus à bâtir des murs. Il s'agit désormais de tisser des liens sociaux au sein de pôles de mobilité. C'est la définition même du projet Gordon. La vision sociale est très forte, mais une vision, ça ne protège pas les gens de la pluie. On est le 16 février 2026. Si je me promenais aujourd'hui sur la rue Gordon devant le chantier, qu'est-ce que je verrais? Vous verriez un bâtiment en pleine effervescence. On est vraiment dans la dernière ligne droite. De l'extérieur, le plus gros est fait. La façade a été rajeunie, mais surtout, les anciens balcons à l'arrière ont été retirés. Et ce n'est pas juste pour le look, j'imagine. Pas du tout. C'était une étape nécessaire pour refaire complètement l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment et l'isoler selon les normes d'aujourd'hui. Des normes beaucoup plus exigeantes qu'en 1950. On le rend éco-énergétique pour les prochaines décennies. C'est ça l'idée. Et à l'intérieur, transformer d'anciennes chambres en appartements complets avec cuisine, ça doit être tout un casse-tête. C'est un énorme casse-tête technique, oui. En ce moment, les équipes sont en train de finaliser les systèmes vitaux, la protection incendie et la ventilation. D'accord. Chaque studio doit être une unité autonome et sécuritaire, donc il faut passer des conduits, installer des gicleurs, des détecteurs de fumée. C'est un travail chirurgical à l'intérieur du squelette du vieux bâtiment. Et pour les mois à venir, est-ce que l'échéancier tient toujours la route? La rénovation, c'est souvent synonyme de retard. L'échéancier est serré, c'est certain, mais il est maintenu. Une des sources cite un responsable qui dit « Malgré les défis inhérents à la rénovation d'un bâtiment historique, l'échéancier de juillet 2026 demeure l'objectif ferme. » Il y a une volonté claire de livrer à temps. Oui, parce que la demande est immense. Dès que le printemps le permettra, ils s'attaqueront aux derniers travaux extérieurs. La réfection de l'allée et l'ajout d'un nouveau transformateur électrique en façade pour alimenter tout ça. Alors, concrètement, à quoi ressemble le calendrier de ce sprint final? Le plan de match est très précis. De mars à mai, c'est la phase des finitions intérieures. C'est là que ça commence à ressembler à une maison, hein. Exactement. On pose les planchers, on installe les armoires de cuisine, les appareils de salle de bain, on peint. C'est l'étape la plus gratifiante visuellement. Et après. En juin, c'est le moment de vérité. Les inspections finales par la ville pour obtenir les permis d'occupation. C'est le feu vert administratif. Sans lequel personne ne peut ménager. Personne. Et si tout se passe comme prévu, en juillet 2026, on assistera à la remise des clés. Le projet passera de plans et de poussière à une réalité bien tangible pour 85 ménages. Si on résume l'histoire qu'on vient de raconter, le projet Gordon, c'est beaucoup plus qu'un chantier. C'est un exemple de réutilisation intelligente d'un bâtiment qui avait déjà une âme. C'est un projet qui s'attaque de front à la crise du logement et à l'urgence climatique. En misant sur le transport en commun? Oui. Et c'est surtout la concrétisation de l'idée qu'on peut sécuriser 85 logements hors du marché spéculatif, non pas en périphérie, mais au cœur d'un quartier vivant pour y renforcer la mixité sociale. C'est un excellent résumé. Et pour la pensée finale, j'aimerais rebondir sur un défi que les sources mentionnent un peu en filigrane. Allez-y. Elles évoquent la tension entre, d'un côté, la nécessité d'une haute densité près des métros, et de l'autre, le confort acoustique des résidents. On veut que les gens vivent près de l'action, mais l'action, c'est bruyant. C'est le paradoxe de la vie urbaine. Exactement. Et ça soulève une question qui, je pense, est cruciale pour l'avenir de nos villes. Alors que des projets comme celui-ci deviennent non pas des exceptions, mais la norme, la grande question est comment peut-on répliquer ce modèle de densité tout en redéfinissant ce que signifie la qualité de vie? La solution n'est peut-être plus seulement dans la brique et le mortier, ni dans le nombre de pieds carrés, elle se trouve peut-être dans l'innovation. Comment concevoir des espaces privés qui sont de vrais sanctuaires acoustiques et des espaces partagés qui favorisent de vraies connexions humaines?
pour que la densité ne rime plus avec promiscuité et inconfort, mais avec communauté et bien-être. C'est ça, le prochain grand chantier. C'est le prochain grand chantier.